Je vous ai dit que, les amis, les gens, s'ils vont tourner le film avec ce qui se passe en Ukraine, ça veut dire que, de leur point de vue, la Russie est là, bras croisés, en attendant que l'Ukraine lance sa grande contre-offensive. Oui, c'est ce qu'ils pensent. Et la Russie n'a plus d'armée, c'est fini, vraiment, il n'y a plus de munitions, il n'y a plus de missiles. On va vous montrer maintenant les différents scénarios, comment l'Ukraine devrait réagir sur le terrain pour récupérer ses terres. 40 pays de l'OTAN, formation de militaires ukrainiennes, ravitaillement en armes sophistiquées de l'OTAN. Depuis 15 mois, ils n'ont pas pu battre la Russie. Et la Russie ne fait que récupérer les terres. Prigogine vient de dire que Bakhmout est tombé et qu'il va publier une vidéo dans les heures qui suivent. Il dit clairement aujourd'hui que Bakhmout est tombé. Alors que hier, il ne disait pas cela. Les Ukrainiens, non, c'est pas tombé. Et c'est pas. Ils disent ça tous les jours. Comment comprendre que les gens sont en train de nous bourrer les oreilles avec la désinformation ou la manipulation, les amis? Vous avez formé, ou c'est 15 000 ou c'est 50 000, attendez-vous sur les chiffres. Attendez-vous sur les chiffres. Ukrainiennes à l'extérieur, dans les pays de l'OTAN. Ils vont arriver. Il y a 40 000 qu'on est en train de former localement. Ça fait 90 000. Vous dites 100 000. Bref, on vous conseille cela parce que vous êtes fort dans la manipulation. En face de vous, dans vos propres émissions, vous dites que la Russie, sous le terrain, a à peu près 370 000 à 400 000 hommes déjà stationnés sur le terrain. Vous ne comprenez pas que la Russie veut que vous vous épuisiez avant de récupérer les autres terres. Grand contre-offensif qui va rien accoucher. C'est le montant qui va accoucher d'une souris. En fait, c'est ça que vous êtes en train. Vous savez quelque part dans votre tête, mais vous pensez que à force de distiller de la manipulation, ça va impacter les Russes. Les Russes ne vous regardent pas. C'est vous qui utilisez les extraits des émissions russes dans vos chaînes de télévision. Les Russes ne vous regardent pas. Et Dieu sait, il y a beaucoup de reportages des journalistes indépendants qui démontrent que les Russes sont des grands patriotes. Ils adorent leur pays. N'en déplaise à tous ces discours que vous véhiculez tous les jours. Les amis, ils ont d'abord fait les scénarios de embarquement, débarquement, les scénarios d'attaque, de contre-attaque, partition de ci, partition. Ils continuent dans ça, les amis. Je vais vous montrer cette fois-ci. C'est-à-dire qu'ils ont tué pour eux vraiment. C'est là où l'Ukraine va gagner cette guerre, la contre-offensive, les dernières chances, en oubliant, peut-être sciemment, que l'Ukraine a fait une première mobilisation, deuxième mobilisation, troisième mobilisation. On est en train de parler de quatrième mobilisation. Il n'y aura plus une autre chance de mobilisation. Donc, quand la Russie va finir d'affaiblir les 50 000 ou 90 000 hommes que vous êtes en train de mettre sur le terrain, it's going to be a no man's land. Donc, ça sera que les militaires russes vont marcher et récupérer les terres sans toutefois faire la guerre. Est-ce que les Ukrainiennes sont dupes? Pourquoi ils ne comprennent pas qu'il faut discuter pour mettre un terme à la guerre et ne pas laisser cette catastrophe s'abattre sur l'Ukraine? On va prendre Crimée, on va prendre ceci, donnez-nous les F-16. Les Russes vont abattre ces avions-là. Ils vont détruire ces avions. Et ils sont en train d'attendre. Donc, c'est invisible, ça n'a jamais perdu les guerres. Les F-16 n'ont jamais perdu les guerres parce que les F-16 n'ont jamais fait la guerre avec la Russie. Donc, aujourd'hui, les Sukhoi 30 et 35 vont entrer en jeu avec les F-16 et vous allez voir ce que ça va donner. Peut-être les Russes même vont laisser les avions au sol et détruire avec des missiles ces F-16-là qu'on va vous donner. Et on va vous donner une trentaine de F-16 pour faire la guerre contre une armée de plus de 400 000 hommes. Are you really serious? Les amis, regardons encore. C'est comme si nous étions dans une salle de cinéma, non? Ils ont encore fait une autre émission avec 4 plans probables pour l'Ukraine, pour affaiblir ou récupérer tous les terres entre les mains des Russes. Regardons. Émilie Broussoulou, merci beaucoup. Nous aussi, on va prendre notre temps. En recensant les 4 scénarios probables. probables. Et vous les avez évidemment étudiés.
Absolument, vous l'avez dit, on va prendre notre temps parce qu'il y a quand même 4 scénarios et vous verrez qu'ils ont chacun des avantages et des inconvénients. On va commencer par le scénario numéro 1 dont on a beaucoup entendu parler. Il s'agirait d'attaquer en direction de la Crimée en partant des régions de Zaporijjia et de Kherson. Alors c'est un scénario qui fait rêver car en cas de succès, eh bien, les forces armées ukrainiennes peuvent complètement couper l'approvisionnement des troupes russes de Crimée, libérer Melitopol, libérer aussi la plus grande centrale d'Europe qui est Zaporijjia, éloigner les troupes russes de la ligne de défense ici le long du Dniepr. Et dans ce scénario, eh bien, l'Ukraine ne se met pas à dos ses alliés, la Grande-Bretagne et la France, qui ont fourni à l'Ukraine des missiles de croisière longue portée et qui lui ont interdit d'attaquer des cibles à l'intérieur de la Russie, mais pas en Crimée. Alors ça a beaucoup d'avantages, mais en vérité, c'est compliqué à mettre en œuvre, parce que les Russes s'attendent, vous le disiez, à une grande contre-offensive. Donc ici, vous avez beaucoup de lignes de défense avec des fortifications, des dents de dragon, mais également la traversée du Dniepr sera très compliquée parce qu'à certains endroits, eh bien, ce fleuve mesure plus d'1 kilomètre de largeur, donc il n'y a quasiment plus de pont et donc cette traversée-là risque d'être très compliquée dans ce scénario numéro 1. Donc, premier scénario, on a Hollywood, la Crimée. Le deuxième, c'est une offensive vers la mer d'Azov. Absolument. Alors on est toujours dans le sud du pays. Les troupes ukrainiennes peuvent porter un coup plutôt du côté de Berdiansk ou de Mariupol. Alors en cas d'accès à la mer d'Azov, eh bien là l'armée ukrainienne pourra briser le pont terrestre qui existe entre Rostov-sur-le-Don et la Crimée juste ici. Ça permettra aussi d'arrêter la navigation russe sur la mer d'Azov et évidemment de gagner des positions. Alors ça a de nombreux avantages aussi puisque en plus de ces améliorations stratégiques que l'on vient d'énoncer, eh bien ce scénario permettrait de libérer Mariupol, qui serait une victoire très symbolique, mais aussi de stopper l'avancée des troupes russes, notamment dans cette direction. L'armée russe, en revanche, craint fortement ce scénario. On le disait, là encore, il y a beaucoup de fortifications et des défenses russes qui sont très fortes. Et en plus, ici, il est beaucoup plus facile de faire venir des soldats russes pour venir renforcer ces positions. Scénario 3, Émilie, alors là, l'attaque tous azimuts avec sur le combien front. d'hommes? Absolument. Alors, ce scénario, il est juste ici. Au lieu de lancer une seule grande contre-offensive, on lancerait plusieurs petites frappes puissantes. Et là, l'Ukraine pourrait organiser toute une série d'offensives ici, vous le voyez, tout le long de la ligne de front. Alors, le principal avantage de cette offensive, c'est qu'elle ne peut pas vraiment échouer. Ces attaques peuvent obtenir à chaque fois un petit succès local. C'est démontré notamment par les combats qui se trouvent sur les flancs à Bakhmout. Le problème, c'est qu'il sera ensuite compliqué de développer ces victoires. On peut essayer d'épuiser l'ennemi russe. En revanche, l'armée ukrainienne, elle aussi, risque de vite être épuisée. Oui, c'est pas le scénario qui est présenté comme le plus facile. Le dernier scénario, Émilie, avec un air de déjà-vu, c'est une offensive en 2 temps. Oui, et c'est vrai qu'on évoque rarement ce scénario et pourtant c'est une stratégie qui a été déjà adoptée. Alors regardez, puisque le commandement russe déplace ses réserves, en fait l'idée ce serait plutôt de faire diversion. Donc d'abord d'attaquer plutôt du côté de Bakhmout et les Russes ont 400 000 hommes. De nombreuses attaques du côté de Bakhmout qui fonctionnent du côté de l'armée ukrainienne. Donc l'idée ce serait de faire diversion, que des troupes russes puissent se déplacer et venir ici en renfort dans le Donbass pour ensuite finalement attaquer du côté de la région de Zaporijjia et là on pourrait dérouler le scénario 1 ou 2. Donc là ça a un grand avantage puisque cette offensive a bien fonctionné pendant l'automne. On se souvient que l'Ukraine avait d'abord frappé du côté de Kherson pour ensuite s'attaquer à Kharkiv, mais ça devient aussi un inconvénient puisque l'armée russe a peut-être appris de ses erreurs. Vous avez compris les amis, ça veut dire que ces gens-ci, ils pensent que la guerre se joue sur les plateaux de télévision, avec les infographies, on met les photos, les images, la Russie est faible ici, la Russie est faible là-bas. Les informations viennent d'où? Que la Russie est faible ici, la Russie est faible là-bas. C'est toujours les agents secrets de votre pays qui vous ont donné cette information. Depuis longtemps, il fallait donner les chars. Avec les chars, c'est fini la guerre, la Russie va perdre. Non, pas les chars. Maintenant, les canons, c'est ici. Canons, on a donné. Il faut donner les missiles. Avec ça, la Russie va perdre la guerre. Maintenant, non, ce sont les F-16. La Russie va perdre la guerre avec les F-16. Et on a formé combien? 50 000 hommes, d'autres disent 15 000 hommes. On est en train de former 40 000 localement. Vous êtes en train de rigoler, on est en train de parler de plus de 100 000 kilomètres.
occupée par la Russie aujourd'hui. Et vous pensez que la Russie est là. La Russie ne voit pas tout ce mouvement sur le terrain. Quand la Russie frappe avec des missiles en profondeur, ce sont des dépôts d'armes. On a vu les flammes et tout ça qui sont sortis du sol comme les champignons. On a vu la Russie frapper le système antimissile Patriot, où les Américains étaient obligés de dire que ça a seulement endommagé. Ils étaient obligés de dire cela, alors que la Russie a d'abord communiqué qu'on a détruit cela. L'Ukraine a refusé qu'on n'a pas touché. On n'a pas touché vraiment, on a attrapé tous les missiles, même les Kinjal. Et boum, les Américains disent oui, c'est vrai, ce système a été endommagé. Ça, c'était un aveu de faiblesse d'un système qu'on dit oui, c'est invincible, ça attrape tout. Donc, les amis, ces gens, au lieu de parler de la paix, parce qu'on ne voit jamais des gens sur ce différents plateaux parler de la paix. Ils sont toujours en train d'attiser le feu, en train de parler de la guerre. Quand il y aura la 3e guerre mondiale, ça va se jouer dans votre continent, chez vous-même, et vous allez souffrir. Au lieu de penser la paix, vous pensez armer, vous pensez envoyer les munitions, vous pensez des scénarios ou les scénarios, si vous voulez bien, comme si vous êtes des réalisateurs pour la guerre, en pensant que la Russie est si faible. Non. C'est vous qui êtes faible. C'est le contraire. Les amis, it's a pleasure having you watch this other video. Bye bye for now.